Voilà, merci pour votre attention et pour le fond de site. Cher Jean, ce livre, je dirais malgré tout que cette vie fut belle. Évidemment, on y parle de votre vie, on y parle de votre carrière à l'UNESCO, on y parle de jolies femmes, on y parle de littérature. Il me semble que c'est aussi, peut-être, une répétition du jugement dernier. Qu'en pensez-vous ? Vous avez tout à fait raison. Qu'est-ce que c'est que ce livre ? C'est quand même quelque chose qui ressemble à des mémoires. Mais le mot de mémoire m'épouvantait, parce que les mémoires me semblent toujours être écrites par des vieux messieurs. Ce qui est mon cas, bien sûr. Mais enfin, on hésite toujours à entrer dans cette catégorie, en général par des académiciens guettés par le grattisme et qui écrivent des souvenirs qui sont terriblement emmerdants. Et je me suis dit, il faut animer un peu tout ça. Et j'ai donné à ces souvenirs une forme un peu théâtrale, sous forme d'un procès. Vous parlez d'un jugement dernier, c'est en tout cas un jugement entre moi et moi. C'est un procès, c'est une confession, c'est une cure psychanalytique. On peut dire que chaque livre, tout livre est un peu une cure psychanalytique. Et en effet, ce personnage que j'appelle le surmoi et que celui qui me reproche toutes mes faiblesses, toutes mes erreurs, ce qu'il y a d'important dans le titre, c'est évidemment le mot « malgré tout ». Malgré tout, je passe souvent pour l'écrivain du bonheur. Je sais très bien que ce monde est difficile. Tous ici qui m'écoutez ce soir, vous avez des problèmes. Vous savez que la vie est difficile. L'avenir vous inquiète. Il est rare que dans une famille, on n'ait pas au moins une ou deux ou plusieurs personnes qui cherchent du travail sans en trouver. Tout ça fait qu'il est difficile d'être un écrivain du bonheur et qu'un livre comme le mien doit insister sur le malgré tout. Et en effet, c'est une préfiguration d'un jugement auquel personnellement je crois, auquel personne n'est obligé de croire, mais auquel personnellement je crois, qui est ce qu'on peut appeler un jugement dernier. Et évidemment, il y a un moment où on se dit qu'on croit à Dieu ou qu'on n'y croit pas. Il y a un moment où vous passerez en jugement. Soit en jugement par un Dieu, si vous y croyez, soit par la postérité, s'il y en a une, soit par ceux que vous avez aimés, qui vous ont aimé, que vous avez déçus, qui vous ont trompé, que vous avez trompé. Tout ça fait un terrible jugement. Alors, pour aller peut-être sur une chose plus légère, puisque vous avez parlé du bonheur. Oui, oui, toujours. Parlons un peu de bonheur, parlons un peu de légèreté, parlons d'amour. Donc, moi j'ai découvert par ce livre que le premier livre que vous avez écrit, c'était pour séduire une femme qui a préféré un coureur automobile. La question que je serais tenté de vous poser, c'est finalement, je ne sais pas si les femmes dans votre vie, et il me semble qu'il y en a eu quelques-unes, en tout cas c'est la réputation qu'on vous donne, est-ce que c'est une source d'inspiration ou une distraction, ou les deux? Une distraction, sûrement pas. C'est beaucoup plus important qu'une distraction. Vous savez... Disons les choses.
vous savez que Stendhal dit quelque part, la grande affaire de ma vie a été l'amour. Et un poète que j'admire plus que tout, et c'est très intéressant parce que je suis très loin de lui. Il était communiste, je ne suis pas communiste. Il a été surréaliste, je n'ai jamais été vraiment surréaliste. Mais j'ai admiré éperdument Aragon. Et un de ses vers les plus beaux, c'est très simple, c'est « Je suis plein du silence assourdissant d'aimer ». Magnifique, je suis plein du silence assourdissant d'aimer. Et vous savez, dans ce livre, je ne suis pas très tendre avec les institutions. Je n'aime pas beaucoup les institutions. Vous avez prononcé tout à l'heure un mot qui ne m'a pas échappé, qui est le mot carrière. Je n'ai pas de carrière, je n'ai pas fait carrière, je n'ai jamais pensé à faire une carrière. J'ai toujours pris l'instant véritablement comme il venait. Tout à l'heure, dans la voiture dans laquelle vous avez bien voulu m'amener de la gare, vous avez dit que ce qui était important, c'était l'instant présent. Je le crois beaucoup. J'aime beaucoup le passé, je me suis beaucoup intéressé au passé. Je préfère de loin l'avenir. Et je crois que ce qu'il faut, c'est d'être heureux dans le présent. Eh bien, dans le présent, qu'est-ce qui a compté? Ce n'est pas les institutions. J'ai peut-être été directeur d'un grand journal. J'ai peut-être été à l'Académie. On me dit, vous détestez les institutions. Vous avez été directeur du Figaro. Vous étiez à l'UNESCO. Vous êtes académicien. Vous n'avez pas refusé la Légion d'honneur. Alors, d'abord, vous savez ce que disait Mauriac. Il n'est pas interdit de ne pas détester ce qu'on dédaigne. Et quand je mourrai, et je pense que tous ici seront de mon avis, à un moment donné, nous mourrons tous. Probablement, ce sera moi qui mourrai le premier, parce que je pense que dans toute cette assemblée, je suis probablement le plus vieux. Je serais très étonné qu'il y ait beaucoup de gens plus vieux que moi ici. Et longtemps, je n'ai pas été le plus brillant, mon cher Guillaume. Giscard était plus brillant que moi, Servan-Schreiber était plus brillant que moi, Raymond Aron était plus brillant que moi. J'ai été souvent le plus jeune. Et puis tout à coup, il se passe une chose inouïe, c'est qu'on est le plus vieux. Ça, vous savez, c'est étonnant. L'autre jour, il n'y a encore pas très longtemps, j'étais dans une réunion d'anciens directeurs de l'UNESCO. On était assez nombreux déjà. On était une quarantaine de gens qui avaient occupé des postes plus ou moins importants aux Nations Unies. Et à un moment donné, il y a le type qui préside la séance qui dit « Ça, c'est un problème difficile. Nous devrions demander à notre doyen. » Alors moi, je regarde en l'air, et j'ai compris que le doyen, c'était moi. Alors, quand je mourrai et quand vous mourrez, est-ce que vous croyez que vous penserez au poste que vous avez occupé? Est-ce que vous penserez même à ce que vous avez réussi? Est-ce que vous penserez aux déceptions professionnelles que vous avez pu avoir? Mais non, bien sûr que non. Vous penserez à une seule chose. Vous penserez aux gens que vous avez aimés et aux gens qui vous ont aimé. S'il y a une chose qui compte, et c'est un mot merveilleux, parce qu'il va du plus bas au plus haut. Je n'ai pas du tout méprisé le plaisir, vous savez. J'ai beaucoup aimé le plaisir. Et l'amour est aussi un très grand plaisir. Mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi l'amour des autres. Il y a l'amour des hommes. On parle beaucoup de bonheur.
Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut donner des leçons de bonheur, qu'il faut chercher le bonheur à tout prix. Je pense qu'il y a plus important que le bonheur, c'est d'aimer les hommes. Après tout, ou bien nous sommes de gauche, et s'il y a des gens que je respecte, c'est les gens de gauche. J'ai beaucoup d'admiration pour les socialistes. J'ai eu beaucoup d'admiration. Dieu sait qu'ils se sont trompés. J'ai eu beaucoup d'admiration pour les communistes, qui au moins pensaient qu'il fallait servir les hommes. Ils se sont trompés. Je crois que les communistes se sont trompés. Mais c'était des hommes honorables. Alors, ou vous êtes socialiste, ou vous êtes chrétien. Et dans un cas comme dans l'autre, vous aimez les hommes. Eh bien, l'amour, c'est évidemment un plaisir, c'est aussi un devoir, et ça peut prendre les formes les plus sublimes de l'amour de Dieu. Et naturellement, disons-le tout de suite, l'amour de Dieu, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Nous avons des exemples sous les yeux de gens qui tuent, qui assassinent, qui font des horreurs au nom de Dieu. Ce qu'il faut, c'est aimer Dieu et aimer les hommes. Ne soyez pas intimidés, ça va. Non, mais enfin, que je sois intimidé, c'est une évidence. Donc, je pense que tout le monde l'a compris. Vous êtes peut-être aussi consterné. Non, je vous le dirai. Que l'amour des autres et des personnes qui vous sont proches soit quelque chose de fondamental, ça me paraît effectivement, en tout cas personnellement, quelque chose que je ressens. Il y a un point, et je crois qu'on en a parlé hier, sur les choses que vous avez faites dans votre vie. Donc personnellement, et je serais très fier, c'est Abou Simbel. Parce que quelque part, il me semble qu'au-delà de l'amour des personnes, il y a l'amour de la beauté, d'un patrimoine culturel, et qui donne, je pense, aussi du plaisir aux autres. Et vous n'en parlez pas du tout dans ce livre. Est-ce que c'est fait sciemment, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous paraissaient plus importantes que ce mouvement que vous avez fait, a fortiori, comme vous l'avez dit, à une époque où Palmyre est détruit, où les Bouddhas aussi. Voilà. Avec ce recul, vous avez passé une bonne partie de votre vie là-dessus. Avec le recul, voilà. Comment vous voyez tout ça maintenant ? Vous savez, on me reproche quelquefois, je fais un tout petit détour, mais j'en arrive à votre question. On me fait quelquefois 2 reproches. Le premier, c'est d'avoir écrit plusieurs fois mon dernier livre. C'est assez vrai. C'est pas le libraire qui va se plaindre. Non, celui-là n'est pas le dernier, et ça je peux le jurer, parce que le prochain, il est déjà écrit. Donc, je peux être sûr. Et il sera chez De Citre, évidemment. Ah oui, ce sera un petit livre épatant, parce que celui-là, il a 550 pages. Mais mon prochain livre, c'est une bonne surprise pour vous. Je crois qu'il aura 65 pages. Ce sera un livre très, très court. Donc, on me reproche d'avoir écrit plusieurs fois. Vous savez, comme la Castafiore dans Tintin, vous savez, qui donne plusieurs représentations d'adieux successifs. La deuxième chose qu'on m'a reproché, c'est d'écrire toujours la même chose. Et là, je me cache derrière Mauriac, qui lisait merveilleusement. On lui disait « Monsieur Mauriac, c'est toujours la même chose, c'est toujours l'élan d'une famille déchirée, un peu de strychnine dans la soupe aux choux. » Et il répondait « Ah,
c'est une malédiction. Vous savez qu'il avait c'est une malédiction. Dès que j'écris quelque chose, c'est du Mauriac. Eh ben, dès que j'écris quelque chose, c'est du L'Ormesson. Et j'ai fait... Alors, on me reproche quelquefois une fausse modestie. Ce n'est pas une fausse modestie. J'ai fait très peu de choses dans ma vie. Très peu. Vous savez, je pense que s'il y a des gens que j'admire, c'est les héros. Je n'ai pas été un héros. S'il y a des gens que j'admire encore plus, c'est les saints. Laïcs ou religieux. Encore un petit détour. Vous savez, les gens que j'admire le plus, c'est les laïcs qui font du bien. Parce que... Qui, par exemple? Donnez-nous un nom. Quel nom on mettrait, par exemple, sur un laïc qui donne... Qu'un musulman fasse du bien, espérons, qu'un juif fasse du bien, qu'un orthodoxe, un protestant, un catholique fasse du bien. Je ne dis pas qu'ils font avec l'idée du jugement dernier dont vous parliez, mais enfin, ils savent quand même que ça ne fera pas de mal, hein, ça ne leur fera pas de mal. Tandis que, notamment quand j'ai été malade récemment, j'ai vu des médecins qui ne croyaient à rien, ni à Dieu, ni au diable, et qui, vous savez, menaient une vie vraiment de saint. Et je leur disais, vous savez, vous ne croyez pas à Dieu, et vous serez assis à la droite de ce Dieu auquel vous ne croyez pas. Donc, j'ai fait très peu de choses, moi. Il se trouve que je me suis occupé à l'UNESCO d'un certain nombre de projets. Je crois que vous avez prononcé le nom d'Abou Simbel. On pourrait aussi parler de Philae. Philae est une petite île près d'Assouan qui allait être détruite par les eaux. Vous savez qu'on parle beaucoup d'une inondation à Paris. Il paraît qu'il y a une chance sur 100 qu'il y ait une inondation sur Paris, avec 2 millions de morts, et je n'y crois pas beaucoup, mais enfin, c'est possible, c'est possible. Et donc, il y avait le trésor de Philae, qui est une petite île merveilleuse, qui allait être recouverte par les eaux du lac Nasser, qui étaient nécessaires pour le progrès économique et social du pays. Et il y avait ces tombes merveilleuses de Ramsès qui étaient dans un endroit qui s'appelait Abou Simbel. Et Abou Simbel allait être recouverte par les eaux. Et l'UNESCO a sauvé Abou Simbel et a sauvé Philae. Naturellement, c'est pas moi je n'ai rien fait du tout. Vous savez, j'avais un poste très peu important à l'UNESCO. Mais c'est vrai que j'ai assisté à ça. Et il y a eu des projets extraordinaires. Il y avait eu un projet qui était un projet scandinave, je crois, auquel je ne dirais pas que je m'étais opposé. Ma voix ne comptait pas. Mais enfin, j'avais un petit comité autour de moi qui avait pris une position très contre l'idée de mettre ce trésor de l'humanité sous une coupole, sous l'eau. Comment est-ce qu'on y aurait été? Par des scaphandriers ou par un tunnel sous-marin? Enfin, c'était très difficile. Et on a pris la résolution de rebâtir Philae ailleurs et de rebâtir Abou Simbel. Pas très loin, vous savez, les gens croient qu'on l'a rebâti à 3 km. On l'a rebâti à 400 mètres ou à 300 mètres, juste là où l'eau ne parvenait pas. Et c'est là que les progrès de la science sont quand même magnifiques. Véritablement, j'ai vu Simbel avant et après, j'ai vu Philae avant et après. C'est aussi beau, peut-être encore plus beau, parce qu'on a tenu
compte de ce qui était si important pour les Égyptiens, c'est-à-dire que la lumière du soleil arrive sur les statues à des heures fixes. Enfin, les résultats sont magnifiques. On a sauvé quelque chose. Et évidemment, un homme de mon âge, encore une chance. Vous savez, je me présente souvent. Vous savez, je ne sais pas si vous recevez les hommes politiques, quelquefois. On reçoit régulièrement des hommes politiques. Ce qui est frappant chez les hommes politiques, c'est qu'ils se présentent toujours comme non privilégiés. Je pourrais vous citer le nom de quelqu'un de très connu qui s'est présenté aux élections et qui s'est présenté comme fils de cheminot. Son père était président de la Compagnie internationale des wagons-lits. Vous savez, c'est pas un job qui est méprisable. Donc tout le monde se présente toujours comme non privilégié. J'ai été privilégié. Mon père était diplomate, donc j'avais visité 3 continents à l'âge de 13 ans. Ensuite, je suis entré à l'UNESCO qui m'a envoyé un peu partout. Et j'ai vu des choses magnifiques et surtout, j'ai vu des choses que personne ne verra plus. J'ai réussi, non pas moi, mais les Nations Unies et l'UNESCO ont réussi à sauver Abou Simbel et Philae. Nous n'avons pas réussi à sauver les Bouddhas de Bamiyan, qui était un chef-d'œuvre magnifique en Afghanistan, qui a été détruit par les talibans. Vous savez que Tombouctou a été défiguré par les djihadistes et que malheureusement Palmyre, qui est si beau et où j'ai été 3 ou 4 fois, est évidemment maintenant, n'est pas encore détruit, mais enfin est très très menacé. Il y a quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est un historien, qui s'appelle Paul Venn, qui a dit une chose très belle et très triste. Il a dit, il y a des choses belles de ce monde que nous avons pu voir et qu'on ne lira plus que dans les livres. C'est dur, c'est dur. Alors, toujours pour parler de réalisation, c'est aussi une manière de parcourir votre livre. Il y a une chose en tout cas à laquelle vous avez participé, qui me paraît importante, c'est l'arrivée de la première femme à l'Académie française, avec Marguerite Yourcenar. Pourquoi, de votre point de vue, avons-nous mis autant de temps à accueillir une femme dans ce bel établissement qu'est l'Académie française? Et pourquoi vous êtes-vous dit un matin, Jean, tu t'y colles et il faut que Marguerite soit avec nous? Mon cher Guillaume, je n'ai pas fait grand-chose dans la vie. Et à l'Académie, encore moins. Qu'est-ce qu'on fait à l'Académie? Pas grand-chose, pas grand-chose. Vous savez, quand j'étais... Peut-être que... Je ne suis peut-être un tout petit peu fier que de 2 ou 3 choses. La première, c'est que peut-être vous l'avez constaté, mes lecteurs se sont beaucoup rajeunis. Il y a 20 ans, 30 ans, ce que j'entendais le plus, c'était des jeunes filles ravissantes qui me disaient « Ma mère vous admire tellement ». Et puis, c'est devenu, tous mes amis de Gallimard le savent, c'est la vérité, c'est devenu ma grand-mère vous admire tellement. Et je racontais ça chez Gallimard un jour, c'était pas Antoine Gallimard, c'était le père d'Antoine qui s'appelait Claude, qui était le fils de Gaston Gallimard, l'ami de Claudel, l'ami de Proust, l'ami de Gide, qui a joué un rôle considérable dans les lettres françaises. Et je raconte cette histoire qui les amuse. La porte s'ouvre et entre une ravissante jeune fille qui était stagiaire, qui devait avoir 18 ans, et qui, rougissant jusqu'aux cheveux, me dit « Monsieur, je crois que vous êtes un ami de mon arrière-grand-mère. » Bon, alors, depuis ce temps-là, ça s'est un peu rajeuni. La deuxième chose... quelle était votre question? Alors,
Je parlais de Marguerite Yourcenar. Oui, Marguerite Yourcenar. La deuxième chose dont je suis un peu fier, c'est que j'ai été assez indépendant d'esprit. Je crois que politiquement, j'ai été indépendant. Je ne me présenterai pas à vous comme un homme de gauche, c'est pas vrai. Mais j'ai beaucoup d'amis à droite, j'ai beaucoup d'amis à gauche. Je respecte les gens de gauche comme je respecte les gens de droite. On peut aussi dire qu'il y a des gens de droite que je méprise comme je méprise des gens de gauche. Et je me rappelle que quand j'étais candidat à l'Académie, j'allais à la radio, à la télévision, ça amusait les journalistes parce que j'étais le plus jeune depuis assez longtemps. Encore une fois, j'ai été pendant 20 ans le Benjamin de l'Académie. Et puis maintenant, vous savez ce que je suis? Le doyen. Non, pas le doyen en âge, parce qu'ils sont tous très très vieux, ils sont même plus vieux que moi. Mais le doyen d'élection. Je racontais à la radio ou à la télévision, comme candidat, l'histoire des deux académiciens qui se rencontrent, et l'un dit à l'autre « Comment va notre confrère un tel ?» Et l'autre dit « Oh, à moitié gâteux. » Et le premier dit « Ah, il va mieux !» Voilà. Donc j'étais un peu indépendant. Je n'ai pas fait grand-chose à l'Académie. Et il se trouvait que je lisais un peu, et j'avais lu 2 livres qui m'avaient paru magnifiques. C'était L'œuvre au noir et c'était Les mémoires d'Adrien. J'ai lu d'autres choses de Marguerite Yourcenar. Il y a des romans moins connus qui s'appellent Alexis ou le traité du vain combat, qui s'appelle Le coup de grâce. C'est très très bien. Vous savez que Marguerite Yourcenar, et on ne le sait pas, est un grand poète, mais ils ne sont pas publiés en français. Ils ne sont même pas beaucoup publiés en Belgique. Je les ai trouvés dans un journal belge, un merveilleux poème. Marguerite Yourcenar, comme vous le savez, aimait plutôt les femmes. Et elle était plutôt à gauche. Elle était de ce qu'on appellerait aujourd'hui écologiste de gauche. Et elle était tombée très amoureuse d'un homosexuel de droite, et même d'extrême droite, qui s'appelait Fregnault. Et Fregnault est mort, et Marguerite Yourcenar a écrit un petit poème que je ne vais pas vous réciter, mais je vous dis 3 vers. Vous ne saurez jamais que votre âme voyage au fond de mon cœur comme un doux cœur adopté, et que rien, ni le temps, d'autres amours, ni l'âge, n'empêcheront jamais que vous ayez été. Que la beauté du monde a pris votre visage. Que la beauté du monde a pris votre visage, qu'un peu de votre voix est passé dans mon chant. C'est pas magnifique? C'est splendide. Je voudrais qu'on... Voilà. Que la beauté du monde a pris votre visage, qu'un peu de votre... L'amour, qu'un peu de votre chant est passé. Je me suis dit, cette femme-là, pourquoi est-ce qu'on ne la prend pas à l'Académie française? Je n'ai même pas agi, je ne voudrais pas décevoir mes amis ou mes amies. Je n'ai pas agi par féminisme. Mais je ne voyais pas pourquoi un grand écrivain français ne pouvait pas entrer à l'Académie. Et ça a été, mon pauvre ami, ça a été, mais une tempête. On m'a traité de voyou. On m'a traité de voyou dans des séances publiques de l'Académie.
ma réponse était, mais il y a un règlement. Le règlement n'interdit pas l'élection d'une femme. Il ne dit rien. Alors on m'a dit, mais vous ne savez pas, malheureux, qu'il y a plus important que le règlement, c'est la tradition. Et j'ai répondu, j'aime beaucoup la tradition. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Au plaisir de Dieu ». Si ce n'est pas un livre sur la tradition, qu'est-ce que c'est? Mais je pense qu'il y a des moments où ce qu'on peut appeler... Il nous faudrait 20 minutes pour parler du progrès. Qu'est-ce que c'est que le progrès? Mais enfin, il y a peut-être quand même quelque chose qui s'appelle une sorte de progrès moral, social, économique, peut-être. Et ça consiste à bousculer un peu les traditions. Alors c'est vrai que Madame de Lafayette n'avait pas été élue à l'Académie, Madame du Défend, George Sand, Colette, Madame de Noailles, Simone de Beauvoir. Pourquoi élire Marguerite Yourcenar? Et alors je me suis piqué au jeu et je peux vous assurer que l'Académie, dans sa majorité, dans sa grande majorité, était hostile à l'entrée de Marguerite Yourcenar. Et que je les ai obligés à voter parce qu'il y a quand même quelque chose qui est la pression de l'opinion publique, des médias. Et évidemment, j'avais l'opinion publique pour moi. Et Marguerite Yourcenar a été élue, heureusement. Et alors ça a été après l'élection, c'était pas comme ici. Mais enfin, il y avait quand même 200 journalistes, pas seulement parisiens, français, pas seulement français, du monde entier. Et il y a la télévision américaine m'a dit, qu'est-ce qui a changé maintenant à l'Académie? Et j'ai répondu, maintenant, il va y avoir 2 toilettes. Sur l'une, il y aura écrit « Messieurs » et sur l'autre, « Marguerite Yourcenar ». Alors vous dites, l'amour a été la plus grande affaire de ma vie. Vous dites aussi que vous marchiez à l'admiration. Qu'est-ce que vous avez le plus admiré? S'il y a une chose que vous voudriez partager avec nous ce soir, quelle est la personne peut-être que vous avez le plus admirée? Ah, comme c'est intéressant. C'est vrai qu'il y a 2 sentiments que j'ai ressentis très très fort depuis mon enfance. C'est pas l'idée de devenir écrivain, ça ne m'avait pas passé par l'esprit. Le premier sentiment est un sentiment vraiment philosophique, c'est l'étonnement. J'étais étonné. Je me rappelle très bien que je m'arrêtais de jouer quand j'avais 8 ans ou 9 ans et je me disais ce qui est la réflexion philosophique. Qu'est-ce que je fais là? Je me rappelle très bien, qu'est-ce que je fais là? Ça m'empêchait souvent de jouer. Et ça m'a poursuivi toute ma vie. J'ai beaucoup aimé une femme qui s'appelait Jeanne Hersch. Jeanne Hersch était une philosophe polonaise, juive, communiste, très mal physiquement. Et on m'a dit, quand elle est arrivée à l'UNESCO, on m'a dit, ça va être épouvantable, ta vie jusqu'à présent était délicieuse, et tu vas voir avec elle, ça va être atroce. Et elle, on lui a dit, malheureuse, vous allez trouver à l'UNESCO un type mondain, superficiel, odieux, léger. C'était moi. Et on s'est rencontrés et je l'ai admiré et aimé à la folie. Et elle a écrit, je vous dis ça, elle a écrit un petit livre qui s'appelle « L'étonnement philosophique ». Et souvent, on m'écrit en disant « Qu'est-ce qu'il faut lire pour entrer dans la philosophie ?» Alors, je ne conseille pas de lire Kant. Kant, c'est magnifique, mais on ne peut pas entrer comme ça dans Kant. Je ne conseille pas de lire Sartre. Il faut lire « L'étonnement philosophique » de Jeanne Hersch. Et l'autre sentiment
c'est l'admiration. Vous savez, c'est un sentiment qui n'est pas du tout à la mode. Vous savez très bien que si on va à la radio, à la télévision, si on va chez Ruquier, si on va chez Fogiel, si on va chez Nagui, il faut tout le temps ricaner. Il faut ricaner. Et moi, je sais jouer ce jeu-là. J'aime bien jouer ça. Mais derrière, il y a un sentiment que je ressens très fort, qui est l'admiration. J'ai admiré des livres, j'ai admiré des gens, j'ai admiré le monde autour de moi. Et vous savez que il y a un chanteur que j'aime beaucoup et qui s'appelle Julien Doré, qui a mon nom tatoué sur son épaule. Il a d'un côté Marcel Duchamp, qui était un grand peintre, et de l'autre Jean d'Ormesson. Et il était inconnu à cette époque-là. Et maintenant, il a fait une carrière éblouissante et c'est très, très, très bien. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi tu t'es fait tatouer mon nom sur l'épaule? Et il m'a répondu, ce qui m'a plongé dans la joie. Il m'a dit, je cherchais quelqu'un qui soit plutôt sympathique et franchement ringard. Et je lui ai dit, tu ne pouvais pas mieux tomber. Eh bien, l'admiration, c'est un sentiment ringard. C'est un sentiment qui n'est pas du tout à la mode. Et j'ai beaucoup admiré, beaucoup de livres, beaucoup de gens. Si vous me demandez qui j'ai admiré, je reviens toujours à vos questions avec des petits détours. J'ai évidemment admiré à la folie Homère. J'ai lu l'Iliade et l'Odyssée, j'ai admiré ça beaucoup. J'ai beaucoup admiré Chateaubriand. J'ai lu les Mémoires d'Outre-Tombe. Raymond Aron peut-être? Raymond Aron, c'est quelqu'un que vous avez beaucoup admiré? J'ai admiré évidemment Churchill et De Gaulle. J'ai admiré un philosophe qui était aussi un journaliste, qui s'appelait Raymond Aron, que j'ai énormément admiré. Et puis j'ai admiré deux écrivains, l'un d'extrême droite, qui était Paul Morand, et l'autre d'extrême gauche, qui était Aragon. Oui, je les ai admirés l'un et l'autre. Alors, une question que je pose régulièrement, étant libraire, c'est est-ce qu'il y aurait un livre parmi tous ceux que vous avez lus, et vous en avez lu un nombre incalculable, qui vous a vraiment ouvert les portes de ce monde magique qu'est la lecture, si vous deviez en choisir un? Écoutez, il y en a un. Vraiment, quels sont les livres qui comptent? Si vous demandez ça à un musulman, il vous dira le Coran. Si vous demandez ça à un juif, il vous dira la Torah. Moi, je me dis, ou je me prétends chrétien. Je suis un mauvais chrétien, vous savez. Je suis un catholique comme je suis un homme de droite, c'est-à-dire très douteux. Donc il y a un livre qui a joué un rôle considérable dans ma vie comme dans ceux de beaucoup, c'est la Bible. C'est la Bible, évidemment. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de textes qui m'ait plus frappé et qui m'ait plus porté à l'admiration que l'Ecclésiaste dans l'Ancien Testament et que l'Évangile de Saint Jean dans le Nouveau Testament. Alors, en dehors, oui, l'Iliade et l'Odyssée. L'Iliade et l'Odyssée. Et puis, les Mémoires d'Outre-Tombe. Et puis Proust. J'ai aimé, et c'est ce que j'ai regretté de ne pas avoir fait, j'ai aimé les livres
massifs, les livres qui sont un monde, justement, comme Proust, comme Chateaubriand, comme Montaigne, comme Homère. J'ai aussi aimé beaucoup les poètes qui sont moins connus. Je ne suis pas sûr que tout le monde ici connaisse le nom de Paul-Jean Toulet. Paul-Jean Toulet était un poète de la fin du 19e, qui est ravissant, un peu léger. Vous souvient-il de l'auberge? Et combien j'y fus galant? Vous étiez en piqué blanc, on lui dit la Sainte Vierge. Un cheminot navarrais nous joua de la guitare. Ah, que j'aimais la Navarre, et l'amour, et le vin frais. De l'auberge dans les Landes, je rêve, et voudrais revoir l'hôtesse au sombre mouchoir et la glycine en guirlande. C'est pas joli? C'est joli. Mais bon, alors, je ne vous dis pas que Toulet a changé ma vie, mais c'est des choses comme ça que j'ai aimées, des choses qu'on découvre tout à coup. Et vous savez, il y a des grands écrivains qu'on a le droit de ne pas aimer. Et donc, j'ai aimé beaucoup de petits écrivains. Sur les grands, oui, alors Homère, Chateaubriand, Proust. Vous avez beaucoup travaillé, quoi vous en dites, à l'Académie, aussi au comité de lecture de Gallimard. Jusqu'à quel point pensez-vous que ce rôle au comité de lecture vous a aidé à être un meilleur écrivain, ou pas? Est-ce que ça a joué un rôle? Bien sûr, vous savez, comment est-ce qu'on... Quand j'étais jeune, je ne voulais absolument pas devenir écrivain. L'idée d'être écrivain ne me passait pas par la tête. Mais ça ne me... Vous savez que Montherlant ou Sagan écrivaient des poèmes à 7 ans, 8 ans, 15 ans. Moi, rien du tout. Et à 20 ans, l'idée ne me venait pas. Non pas parce que je ne connaissais pas la littérature, mais parce que je la connaissais un peu. J'étais normalien. J'ai passé l'agrégation de philosophie, mais j'ai préparé l'agrégation de lettres. Donc, je ne disais qu'ajouter quelque chose à Échille, à Sophocle, à Dante, à Cervantes. Ce n'était pas indispensable. Comme vous l'avez dit très justement, mon premier livre, je l'ai écrit pour plaire à une fille. Ce n'est pas très honorable. Et puis, comment est-ce qu'on devient écrivain? C'est à cause des livres. Vous savez, c'est l'admiration. Tout ça est assez cohérent. L'admiration pour les livres m'a poussé dans la crainte et le tremblement. Vous savez, quand je vois maintenant, il y a des très grandes réussites et je leur souhaite beaucoup de succès, des jeunes gens et des jeunes filles qui écrivent un livre, quelquefois un livre par an, quelquefois 2 livres par an. Ça me paraît absolument stupéfiant. On écrit un livre avec d'autres livres. On peut aussi refuser les livres. On me dira, mais Rimbaud, vous savez que Rimbaud connaissait admirablement la littérature. Il était un latiniste de première force. Il écrivait le latin. Je ne suis pas sûr qu'il ne parlait pas le latin. Donc, les livres, c'est quand même important pour la littérature. Mais évidemment, ce qui est décisif dans la littérature, c'est une espèce de disons des grands mots, de mouvement de l'âme. Et c'est le style. Il y a un jeune peintre va voir Renoir et il lui dit, maître, je voudrais tellement peindre et vous savez, j'ai beaucoup d'idées. Et Renoir lui dit, on ne peint pas avec des idées, on peint avec des couleurs. Eh bien, on n'écrit pas avec des idées ou avec des sentiments, on écrit avec des mots. C'est ce qu'on appelle le style.
Cela dit, il vaut mieux quand même que derrière les mots, il y ait une espèce de mouvement, de passion, d'élan, quelque chose qui vous précipite vers la littérature. Alors, on a parlé de l'amour, des femmes, de la littérature. Vous avez quand même passé quelques années au Figaro. Vous avez passé quelques années au journal Le Figaro, à faire de la politique néanmoins. Figaro. La question est la suivante. Est-ce que vous pensez qu'on a les hommes politiques qu'on mérite? Est-ce que vous pensez qu'on a les hommes politiques qu'on mérite? Oh mon Dieu, c'est difficile. Et si c'est ça, c'est difficile à admettre. D'abord, avant de parler de choses sérieuses, je voudrais vous raconter une chose amusante, parce que quand on parle du Figaro, je pense tout de suite à Gérard. Gérard est, je dois beaucoup à Julien Doré, je dois beaucoup à Gérard, je dois beaucoup à une jeune femme qui s'appelait Fonel et qui, dans Elle, pendant des années, tenait un truc qui s'appelait le courrier électronique, où elle me représentait avec Marilyn Monroe, avec Inès de la Fressange, et me faisait faire des choses terribles avec toutes ces jeunes femmes. Tout était naturellement entièrement inventé. La première fois, ça m'avait un peu... Je m'étais habitué. Et Gérard, je lui dois beaucoup. Et l'autre jour, il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, je suis sur le pont en voiture, sur le pont Alexandre, là, je crois, près des Invalides, c'est le pont Alexandre. Et je mets la radio et j'entends Gérard qui m'imite. Le Figaro, j'ai bien connu l'amontissement. Bon. Et je me dis, c'est très très amusant, mais quand même, il exagère un peu. L'émission s'arrête. Je passe devant le Grand Palais et je comprends que ce n'était pas Gérard, c'était moi. C'était moi. Donc voilà, le Figaro est lié pour moi à beaucoup d'aventures comme ça. C'est aussi lié à des aventures très très intéressantes, à être directeur d'un grand journal comme Le Monde ou comme Le Figaro. Évidemment, c'est aussi passionnant que d'être ministre. C'est probablement encore plus de pouvoir qu'un ministre, surtout aujourd'hui. Et c'est pas difficile. Hein? Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Oui, c'est pas très difficile. Et donc, le Figaro m'a beaucoup intéressé. J'ai été malheureux au Figaro. Pourquoi? J'ai été malheureux parce que le directeur du Figaro, comme le directeur du Monde, ne peut pas écrire, en tout cas d'un roman. Il peut à la rigueur publier des articles politiques, mais il ne peut pas publier de roman. Et donc, c'est ce qui m'a poussé d'ailleurs, avec des désaccords politiques, à quitter le Figaro et à reprendre la littérature. Alors, les hommes politiques d'aujourd'hui. Il y a un homme politique, tout à l'heure on parlait d'admiration, il y a évidemment un homme politique que j'ai admiré plus que tout, c'est De Gaulle. Tout de même, c'est un homme, c'est magnifique. Et il y a quelqu'un qui était mon adversaire. Mais évidemment, c'est une espèce de malédiction. J'aime bien mes adversaires et je me suis peu à peu lié avec Mitterrand. Bon, je ne vais pas vous raconter encore une fois parce que tout le monde le sait. Le téléphone sonne chez moi un jour du printemps 95 et j'entends au bout du fil « Ici François Mitterrand ». Je me dis « Ah, c'est Jean Dutour qui me fait une blague ». Il aimait beaucoup faire des blagues comme ça. Et je dis « Ah, bonjour Jean, ça va ?»
et j'entends « Non, ce n'est pas Jean, c'est François Mitterrand ». Je dis « Ah, Monsieur le Président de la République, bon. » Il me dit « Je voudrais vous voir ». Et je lui dis « Est-ce que vous voulez venir me voir mercredi ?» Je lui dis « Mercredi, je viendrai avec joie, mais vous ne pouvez pas, vous remettez vos pouvoirs à Jacques Chirac à 11h. » Et il dit, si vous veniez à 9h, nous aurions 2 bonnes heures devant nous. Et donc, j'ai été le dernier à parler. Alors, ça avait beaucoup étonné les gens. Vous vous rappelez que Mitterrand avait un beau-frère qui s'appelait Roger Hanin. Et la presse a dit, il l'a dit à la télé, je l'ai entendu à la télévision, on lui a dit, mais pourquoi est-ce que Mitterrand, comment vous expliquez ça, a demandé à Jean d'Ormesson, qui n'est pas de gauche, de venir parler avec lui pour les 2 dernières heures de ses 2 mandats. Et Hanin, qui avait son idée, a dit « Oh, je connais bien mon beau-frère, il aime beaucoup s'amuser, je pense qu'il a choisi le plus con. » C'était une hypothèse, mais enfin j'ai été lié avec Mitterrand, qui était un adversaire, qui est resté un adversaire, et qui était un homme évidemment merveilleusement intelligent et très très séduisant. Et bien ça a recommencé un peu avec Hollande. Hollande est un adversaire politique et il est resté un adversaire politique. Et puis, un jour, je vous prie de croire que je ne l'avais pas demandé. Non seulement je ne l'avais pas demandé, mais je n'étais pas au courant. Un jour, pas de 2015, le 14 juillet 2014, j'étais en vacances, j'ouvre le Figaro et je vois que Hollande me donne la Grande Croix de la Légion d'honneur. La Légion d'honneur, Grande Croix de la Légion d'honneur, c'est quand même quelque chose. Je me dis, est-ce qu'il faut que je refuse? Je dois vous dire que j'ai téléphoné à Juppé, j'ai téléphoné à Fillon, le maire n'était pas encore très connu, j'ai téléphoné à Sarkozy, ils m'ont tous dit, il faut que tu acceptes. Bon, j'ai accepté, et évidemment, Hollande a fait un petit... On était très très peu nombreux, hein, on était 10, il y avait ma famille et 2 amis intimes, Fumaroli, Héroard. Et Hollande a dit, vous savez, ce qui m'intéresse chez vous, je voudrais bien savoir comment vous faites pour être si populaire. Ce qui est quand même épatant. C'est quand même épatant. Et alors, le canard enchaîné a dit, ah, voilà, un nouveau courtisan. Eh bien non, je n'ai pas été un courtisan, et je continue à être un adversaire de Hollande. Alors le cas Hollande, c'est évidemment un cas extraordinaire. C'est un homme plutôt sympathique. Je lui ai dit, je crois même avoir écrit, que je serais tout prêt à faire son éloge dès qu'il aurait quitté le pouvoir. Mais que tant qu'il était au pouvoir, il serait un adversaire. Alors maintenant, on me dit, vous deviez bien être indulgent avec lui, parce que vous avez la Légion d'honneur? Pas du tout. Vous savez pourquoi je suis moins violent contre Hollande? Mais parce qu'il y a des gens qui ont pris ma place pour l'attaquer. Et qui ça? Mais la gauche. C'est la gauche qui a pris ma place pour attaquer Hollande. Je n'ai même plus besoin de le faire. Mélenchon, Madame Aubry, les Hamon s'en chargent tous les jours. Alors, je ne vous dis pas que je vais le défendre, mais évidemment, il est perdu. Il est perdu. Il a contre lui la gauche. Il mène une politique qui est évidemment plutôt une politique, en tout cas plus à droite que le discours du Bourget. Et il
perd la gauche, il n'arrive pas à séduire la droite. Résultat, il est à 17%. Évidemment, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que, est-ce que vous vous rappelez le discours du Bourget? Il y avait un ennemi. Mais on a le droit de dire ça. On a le droit d'être à gauche. Il y avait un ennemi, c'est la finance. Eh bien, entre le discours du Bourget contre la finance et l'arrivée de Macron, que j'aime beaucoup, au ministère de l'économie, vous voyez bien qu'il y a un grand écart qu'il est impossible de tenir. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Hollande n'a pas tenu ses promesses. Il n'a pas tenu ses promesses. Il avait des gens qui ont voté pour lui à tort ou à raison. Il les a déçus, il le lâche. Et ses opposants ne sont pas pour autant devenus pour lui. Donc, je crois qu'il est perdu. Et je dirais que le sentiment qu'on peut presque avoir, c'est qu'il est un peu touchant, quelquefois. On a un peu pitié. Alors, il y a des gens de gauche très estimables et il y a des gens de droite remarquables. Mais le problème des gens de droite, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont remarquables. Et évidemment, je crains un peu pour la droite les primaires qui vont venir. Est-ce qu'ils arriveront à se démarquer les uns des autres sans s'écraser trop les uns les autres? Normalement, on pourrait presque dire, mais c'est joué l'élection de l'année prochaine. Évidemment, au deuxième tour, il y aura Marine Le Pen. Elle est à 30%. Tous les autres sont autour de 20%. Naturellement, il y aura Marine Le Pen. Et normalement, il devrait y avoir le représentant de la droite. Il y a une possibilité, c'est que Marine Le Pen ne fasse pas 25%, mais 30%, ou 32%, ou 35%. Et que derrière, supposons que je suis un ami de Sarkozy. Supposons que Sarkozy ait gagné les primaires. Si Sarkozy gagne les primaires, Bayrou se présente. Bayrou ne fera pas beaucoup, mais il peut prendre 10% des voix. Il peut en prendre 8, 10, peut-être 11. Alors on peut imaginer Bayrou à 8 ou 10, Sarkozy à 20 et Hollande à 21. On peut l'imaginer. Je crois que c'est improbable. Parce que s'il y a un Bayrou qui va faire du mal à la droite, on peut en faire de politique ici, surtout de la politique de café du commerce, mais si Bayrou prend des voix à la droite, Mélenchon va en prendre à la gauche. Donc je doute fort que Hollande soit au deuxième tour. Je ne suis même pas sûr qu'il va se présenter. Mais l'histoire des primaires à gauche, c'est une farce. C'est une farce parce que qui veut faire des primaires à gauche? Ce sont les opposants de gauche de Hollande. C'est Mélenchon, Duflot, Hamon, Aubry peut-être. Mais s'il y a des primaires à gauche, la seule personne qui peut gagner ces primaires, c'est Valls. Or, Valls est plus à droite que Hollande. Donc, ils voudront encore moins Valls que Hollande. Donc, ça, c'est insortable, cette histoire. Alors,
Je vois l'heure qui passe et je sais que c'est un certain nombre de personnes ici veulent que leur ouvrage soit signé. Moi, j'aurais une dernière question à vous poser, mais on pourrait passer beaucoup de temps tous ensemble. Et oui, on peut faire. Voulez-vous qu'on fasse un séminaire de 6 semaines, voilà, par exemple? Alors, on va prendre les places. Tous rendez-vous, ce serait formidable. Il y aura Lyon entier. Qui serait intéressé pour un séminaire avec le... En conclusion, vous avez une citation, « Il faut aller à la vérité de toute son âme ». La question que je serais tenté de vous poser, cher Jean, c'est « Avez-vous le sentiment d'être allé à la vérité de toute votre âme? Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous avez appris ?» Sun ole te psyche, eisten alethean ition. C'est une phrase de Platon, je crois, dans La République. Et le grand philosophe Alain, qui était professeur de Cagne, ouvrait son cours de Cagne à Henri IV, écrivait cette phrase en grec sur le tableau. Est-ce que j'ai été à la vérité de toute mon âme? Mon Dieu, vous savez, j'ai aussi beaucoup menti. Je me suis énormément trompé et j'ai quelquefois un peu menti. J'ai fait un petit effort avec ce livre-là. J'ai été un peu vers la vérité. Et pour tout vous dire, je pense que il faut s'amuser dans la vie. Je pense qu'il faut être heureux dans la vie. Je pense qu'un très mauvais moyen d'être heureux, c'est de vouloir être heureux tout seul. Le bonheur ne vient pas en se disant « je veux absolument être heureux ». Je crois que les gens qui sont heureux, encore une fois, les gens de gauche, des gens de droite, des athées, des chrétiens, c'est en pensant à soi, mais en pensant aussi aux autres. Et puis, il y a quelque chose qui est au-dessus de la vie quotidienne et au-dessus du bonheur. C'est des choses très simples, vous savez, je crois que c'est la beauté. La beauté, c'est quand même bien. La justice. Il faut essayer d'être juste. C'est impossible d'être juste. Nous n'arriverons jamais à la justice. La justice est à l'impossible. Il y a un régime qui a essayé de mettre la justice. C'est les socialistes et les communistes. Vous voyez à quoi ça aboutit. Le communisme a abouti à la plus abominable dictature qu'on ait jamais vue. Donc la justice, très difficile de l'obtenir, mais il faut y penser, il faut essayer d'y aller. Eh bien, il faut essayer aussi d'aller vers la vérité. Et vous savez bien que la vérité, comme la justice, nous ne l'atteindrons jamais, mais il faut tendre vers quelque chose de plus grand que nous, essayer de tendre vers la vérité, essayer de tendre vers la justice et essayer de tendre vers l'amour. Merci beaucoup, cher Jean. Alors, vous avez beaucoup de qualités. Une de ces qualités, c'est d'être gourmand. Donc, vous savez qu'à Lyon, on aime bien manger. Donc, vous avez 1 kilo de palais d'or de chez Bernachon pour les Lyonnais. Vous savez de quoi genre. Alors, vous ne pouvez pas les manger tout seul. Vous êtes obligé de les manger avec vos amis. Sinon, vous n'y arriverez pas. C'est une grosse boîte. Merci beaucoup. Je voudrais peut-être, pour terminer, pour vous remercier tous, et que vous sortiez d'ici en ne vous disant pas on a perdu une soirée, c'était assommant. Je voudrais vous faire un tout petit cadeau en échange de ça. Il y a un poème d'Aragon que j'aime beaucoup et qui m'a fourni 3 titres, peut-être 4, pour mes livres. Et je vais vous citer ce poème parce que c'est une des choses qui m'a le plus ému dans la vie. C'est une chose étrange
à la fin que le monde. Un jour, je m'en irai sans en avoir tout dit. Ces moments de bonheur, ces midis d'incendie, la nuit immense et noire aux déchirures blondes. Il y aura toujours un couple frémissant pour qui ce matin-là sera l'eau première. Il y aura toujours l'eau, le vent, la lumière. Rien ne passe après tout, si ce n'est le passant. Je dirais malgré tout que cette vie fut telle qu'à qui voudra m'entendre, à qui je parle ici, n'ayant plus sur la lèvre un seul mot comme merci, je dirais malgré tout que cette vie fut belle. Merci pour lui.